Salut tout le monde, bienvenue à Finances fondamentales, le podcast d'éducation financière dans lequel je te synthétise des livres sur les finances personnelles et l'investissement boursier en 5 points clés et où je réponds aussi aux questions des personnes auditrices à l'aide de cas concrets et transparents. Si tu souhaites prendre en main ta santé financière, t'es à la bonne place. C'est parti, bon podcast! Salut tout le monde, bienvenue au 172e épisode de Finances fondamentales. Bien content d'être avec vous ce matin pour faire la synthèse du livre d'Ian Ayres et Barry Nailbuff, écrit en 2010. Je pense que j'ai détruit son nom, c'est pas grave, Nailbuff, anyway. Leur livre s'appelle Life Cycle Investing. Donc, en introduction avec ce livre-là, on plonge vraiment dans une stratégie d'investissement qui sort des sentiers battus. Ça s'appelle le Life Cycle Investing, donc l'investissement selon les cycles de la vie, là. Puis ça, c'est proposé par les deux auteurs. Donc, leur idée, c'est de profiter au maximum du potentiel des actions quand on est jeune, quitte à investir avec un effet de levier, donc avec de l'argent emprunté. Donc, l'idée est super audacieuse, puis va à contre-courant des stratégies classiques comme le fameux là, 100 moins votre âge ou être 100% action ou 60-40, peu importe. C'est vraiment une stratégie un peu plus audacieuse, mais selon les auteurs, elle repose sur une logique mathématique solide qui pourrait vous permettre d'optimiser vos gains à long terme. Donc, le but de l'épisode, c'est vraiment de vous expliquer c'est quoi cette stratégie-là en 5 points clés, puis de mettre en lumière ses avantages, mais aussi ses limites et ses risques. Donc, est-ce que c'est vraiment une révolution pour les plus jeunes investisseurs ou un pari qui serait trop risqué? On va voir ça ensemble. Donc, le premier élément de synthèse, c'est considérer ses revenus futurs. Donc, l'une des idées clés du livre, là, c'est que votre revenu futur a une valeur financière réelle. Ça peut être assimilé à une obligation. Pourquoi? Parce qu'une obligation, c'est un actif financier qui va générer des revenus stables et prévisibles au fil du temps. Un salaire, c'est un peu la même chose, tant que vous avez un emploi qui est relativement stable et sécure, bien sûr. Donc, la conséquence, c'est que votre portefeuille total est en réalité déjà majoritairement investi en obligations selon les auteurs, sans que vous en ayez conscience parce que vous êtes investi en grande partie dans votre salaire futur. Donc, ça dépend bien sûr si on a une capacité d'épargne. Pour moi, c'est pas le total de revenus gagnés qui est considéré comme une obligation, juste le pourcentage qu'on est capable d'épargner dans le futur. Puis ça, ben, c'est dur à prévoir. Puis c'est dur, ben, en fait, ça varie selon moi entre chaque personne. Donc, en gros, quand on est jeune, les auteurs disent qu'on a encore des dizaines d'années de revenus à percevoir, ce qui signifie qu'on détient, sans le savoir, un énorme paquet d'obligations. Là. Je mets ça en guillemets tout seul dans mon sol. Là. Donc, pour équilibrer ce portefeuille-là que les auteurs appellent trop prudent, la logique voudrait qu'on investisse massivement en actions pour augmenter le rendement global. Pourquoi? Parce que votre revenu futur va constituer une sorte d'assurance naturelle, même en cas de mauvais rendement boursier à court terme, vous pourrez continuer à investir progressivement grâce à votre salaire. Deuxième élément de synthèse, les bienfaits de l'effet de levier. Donc, c'est là que les auteurs poussent le raisonnement encore plus loin. Ils disent que 100% en actions, ça suffit pas. Il faut même aller plus loin que ça en utilisant l'effet de levier. Donc, l'investissement en bourse repose sur une idée simple selon eux. À long terme, les actions vont monter en moyenne de 7 à 10% par année. Or, quand on est jeune, on a peu d'argent à investir. Les auteurs estiment donc qu'il est logique de prendre de l'avance en empruntant pour investir, tant que le coût du prêt est inférieur au rendement attendu des actions, soit 7 à 10%. Donc, un exemple d'effet de levier utilisé, c'est si vous avez 10 000 $ à investir et que vous utilisez un levier 2-1. Donc, ça signifie que vous investissez 20 000 $ en bourse. Si le marché gagne 10%, vous gagnez 2 000 $. Donc, 20% sur votre mise initiale de 10 000. Donc, si on considère l'effet de levier. Si le marché perd 10%, ben, vous perdez 2 000 $. Donc, 20% de votre mise de départ. Donc, c'est un ratio 2-1. Les auteurs ont testé cette approche-là sur des données historiques de 1914 à 2010 et ils ont montré qu'en moyenne, un investisseur qui applique cette stratégie-là a une meilleure retraite que celui ou celle qui a suivi une stratégie plus prudente ou traditionnelle. Attention toutefois, l'effet de levier, comme on a vu, va amplifier aussi les pertes. S'il y a un crash qui survient en début de parcours d'investissement, ça peut être très difficile de se relever par la suite et c'est ce qui nous amène aux critiques de cette approche-là avec le troisième élément de synthèse, risque et critique de l'approche. Donc, c'est important pour moi de vous présenter les critiques parce que même si je comprends la logique derrière ça et que je trouve ça vraiment intéressant, je suis pas sûr que c'est bon pour tout le monde. En tout cas, à 18 ans, ça l'aurait pas été pour moi. Donc, premier élément, c'est un krach boursier peut être catastrophique. Donc, si vous avez 100% d'actions, une chute de 50% est déjà douloureuse. Avec un levier 2-1, vous perdez pas seulement 100% de votre capital en valeur, vous allez devoir continuer en plus de payer les intérêts du prêt. Deuxième risque,
votre revenu futur n'est pas toujours stable. Donc, l'hypothèse du livre repose beaucoup sur le fait que votre salaire est sûr et prévisible. Par contre, si vous travaillez dans des domaines plus instables comme la tech, la finance ou l'entrepreneuriat, mais votre salaire, lui aussi, est risqué. Et donc, on ne peut pas vraiment le comparer à une obligation. Dans ce cas-là, prendre du levier en bourse ajoute encore plus de risques à votre situation financière qui est peut-être déjà précaire. Troisième et dernier risque que j'ai ressorti, c'est la psychologie de l'investisseur. Donc, être en mesure de supporter la volatilité d'un portefeuille 100% action, c'est déjà difficile pour la majorité des gens. Avec du levier, les fluctuations deviennent encore plus violentes et beaucoup d'investisseurs vont abandonner la stratégie en cours de route après d'énormes pertes. Je fais une petite pause pour vous parler de Christine Pelletier, qui est conseillère en sécurité financière et représentante en épargne collective chez GFM Groupe Financier. Je me rends compte avec tous mes accompagnements qu'il y a certaines personnes qui peuvent être intimidées par l'investissement autonome ou qui ont tout simplement pas la même passion que moi pour gérer leur placement. Si vous vous reconnaissez là-dedans, Christine pourrait être la personne pour vous accompagner. Avant de vous la référer, vous pouvez être sûr que j'ai fait tous les devoirs que je vous dis de faire avec les personnes qui vous accompagnent pour vos finances et je lui ai posé toutes les questions qu'on a vues jusqu'à maintenant sur le podcast. Christine est en plus une fidèle auditrice du podcast et c'est une vraie passionnée de finances. Elle utilise une approche personnalisée et ajuste son accompagnement selon vos besoins. Et le plus beau dans tout ça, c'est qu'elle offre des FNB indiciels comme je vous suggère de le faire depuis le début du podcast. Elle peut aussi vous accompagner pour vos besoins d'assurance vie, d'invalidité et de maladies graves. Vous trouverez toutes les informations nécessaires pour la contacter dans la description de l'épisode. Merci à Christine Pelletier et GFM Groupe Financier d'aller au-delà de la finance et de soutenir le podcast. À noter que les fonds communs de placement sont offerts par Investia Services Financiers Inc. Quatrième élément de synthèse, pas si populaire, pourquoi? Donc, malgré des arguments théoriques solides, l'approche proposée par les auteurs reste encore très peu mise en pratique. Pourquoi? D'abord, on a un accès limité au crédit. Donc, les jeunes investisseurs n'ont pas facilement accès à 100 000 $ de crédit à faible taux pour investir en bourse lorsqu'ils sont jeunes. Il y a aussi des contraintes réglementaires. Il y a beaucoup de fonds de pension et de plans d'épargne qui interdisent l'effet de levier. Et il y a certains courtiers ou professionnels qui vont aussi limiter l'accès à des produits dérivés et à l'achat avec une marge. Il y a un manque aussi de produits financiers adaptés. Donc, il n'existe pas de fonds d'investissement qui appliquent directement cette stratégie-là. Donc, au moment d'écrire le livre, ça n'existait pas, mais maintenant, ça existe. Donc, si tu n'es pas capable, exemple, d'emprunter 100 000 $ pour investir davantage, tu pourrais dire, je vais prendre un FNB qui est 3 fois bullish ou 3 fois bearish, mais selon la théorie de l'auteur, c'est bullish, ça veut dire que tu vas avoir un effet de levier 3 fois, un ratio 3-1. Là. Tu pourrais en trouver qui sont 2-1, mais lui que j'ai trouvé pour la cause, c'était 3-1. Donc, tu pourrais dire, moi, je suis prêt à prendre un ratio 3-1. Je vais prendre un FNB qui est ratio 3-1 sur le SP500, par exemple. Donc, les frais sont plus élevés, mais c'est pas la même mécanique qu'emprunter pour investir. Donc, tu investis juste dans un produit plus risqué pour les rendements potentiels souhaités, mais c'est peut-être une façon de contourner l'accès limité au crédit. Les auteurs suggèrent qu'il y a des fonds Target Date avec effet de levier qui pourraient voir le jour à m'amener, mais c'est pas encore arrivé au Canada en tout cas. Puis si les Target Date Funds sont pas encore, en tout cas, j'en ai pas trouvé au Canada, c'est tous des produits américains. Et enfin, il y a le facteur psychologique qu'on a vu tantôt, perdre 50% de son portefeuille en quelques mois ou 100% même en valeur pourrait être décourageant. Donc, il y a peu d'investisseurs qui ont la discipline mentale pour supporter de telles pertes. Je vais répondre bientôt à une question plus spécifique que j'ai reçue par une personne abonnée sur le Life Cycle Investing dans lequel je fais les calculs pour comparer quelqu'un qui investit tôt avec un effet de levier puis quelqu'un qui investit de manière traditionnelle selon différents scénarios. Donc, je vais partager ça bientôt dans un épisode des abonnés. Ceux que ça intéresse, restez à l'affût. Et enfin, dernier élément de synthèse pour aujourd'hui, le Life Cycle Investing, oui ou non. Donc, à qui cette approche-là peut convenir? Selon moi, c'est à de jeunes investisseurs qui ont une forte tolérance au risque, donc qui ont déjà bien développé leur éducation financière. Des jeunes investisseurs aussi qui savent qui ont un salaire stable pour les prochaines années. Et des personnes qui ont une bonne connaissance des marchés boursiers. À qui ça conviendrait pas? Ceux qui ont un revenu plutôt incertain ou qui est corrélé au marché boursier. Les investisseurs qui ont une aversion au risque, puis ceux qui n'aiment pas gérer activement leur portefeuille. Donc, personnellement, cette stratégie-là me fait réfléchir. C'est risqué, mais si l'horizon de temps est lointain et qu'on comprend la bourse et que le taux du prêt est en bas de 5-7%, je comprends la logique derrière. Là. Par contre, qui a un salaire stable début vingtaine? Pas tout le monde. Donc, je suis pas certain de la faisabilité réelle de cette stratégie-là en dehors des chiffres théoriques. Donc, je suis d'accord avec le 100% action, mais pas nécessairement l'effet de levier. Donc, en conclusion,
l'approche du life cycle investing est assez provocante, là, elle remet en question nos façons de faire, puis elle est intellectuellement séduisante. Là. Tu sais, quand on nous présente des choses spéciales, des fois, ça nous allume. Puis elle repose sur une idée clé. Votre revenu futur est un actif sous-estimé, donc si vous l'intégrez dans votre réflexion, vous pouvez être encore beaucoup plus agressif en action quand vous êtes jeune. Donc les auteurs vont plus loin en nous suggérant d'utiliser l'effet de levier pour maximiser vos rendements, puis ils s'appuient sur des données historiques là, pour dire que ça va entraîner un surplus significatif en termes de rendement. Mais on a vu que cette approche-là n'est pas sans risque. Ça signifie que c'est pas pour tout le monde. Donc, si vous êtes jeune, stable et tout ça, peut-être, mais sachez qu'il y a un risque autant financier que psychologique à investir de cette façon-là. Donc, c'est un livre qui est très spécifique, mais c'est vraiment agréable parce qu'il sort des sentiers battus. Donc, rendu où j'en suis dans mes lectures, quand je tombe sur un livre comme ça m'allume, je suis intéressé, puis à la fin, je me pose, je me dis, bon, OK, finalement, est-ce que ça fait vraiment du sens? Dans quel contexte? Dans quelle situation? Donc, même si à la fin, je me dis, je pense pas que c'est une stratégie qui va être utilisée par beaucoup de personnes ou avec lesquelles ça va fonctionner, mais j'étais quand même très heureux de lire ce livre-là qui m'amenait ailleurs là, que la plupart des livres. Donc, c'est un livre intéressant à lire, mais je pense que je vous en ai résumé les principaux points aujourd'hui. Donc, je pense pas que c'est nécessaire de les lire, mais c'est quand même un livre intéressant. Donc, le key point, quoi retenir de tout ça? Quand on est jeune, c'est plus risqué d'être prudent. La semaine prochaine, je fais un épisode sur la gestion active. Est-ce que la gestion active aurait sa place dans nos portefeuilles finalement? Et ce jeudi, je vous présente 20 actions qui n'ont pas passé la première étape dans mon outil et il y a plusieurs titres là-dedans que vous connaissez bien. L'épisode tire à sa fin, j'espère que tu l'as apprécié. Si c'est le cas, je t'invite à le partager et à t'abonner au podcast, en plus de mettre quelques étoiles ou de le liker selon la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Tous les liens pour me soutenir sont quelque part dans la description de l'épisode. N'oublie pas que les informations communiquées dans le podcast sont dans un but strictement éducatif, ce ne sont pas des conseils financiers. Je t'invite à consulter un professionnel pour des conseils spécifiques à ta situation parce que je ne peux pas être tenu responsable de tes décisions financières. Comme je le dis depuis un petit bout, je ne suis pas un expert, prends donc pas ce que je dis pour du cash, fais toujours tes propres recherches. Sur ce, merci d'avoir passé un peu de temps avec moi aujourd'hui et on se voit dans le prochain épisode de Finances fondamentales.